Au sommaire de cette édition, le gouvernement guinéen débloque plus de 5 milliards de francs guinéens pour la construction d'une bibliothèque nationale. C'est le Premier ministre qui a lancé les travaux à Conakry. Les Guinéens se rendront aux urnes le 11 octobre prochain pour la présidentielle. La CENI présente aux partenaires techniques et financiers les éléments légaux qui garantissent la tenue du scrutin. Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, le projet fait du schéma. Il vient d'être présenté à nos compatriotes vivant en France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'un centre de santé amélioré et d'un port fluvial à Bokeh. Ces deux infrastructures vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. S'il y a aussi un secteur important auquel le président de la République accorde une importance particulière pour le développement de la Guinée, c'est bien la réalisation des infrastructures portuaires et sanitaires. Après l'extension du port autonome de Conakry et la réalisation du centre de santé amélioré de Tamita dans la préfecture de Bofa, l'heure est aujourd'hui à la pose de la première pierre de construction du port fluvial de Bokeh et du centre de santé amélioré de Katogouma par le président de la République. Une occasion pour les autorités préfectorales de Bokeh de se réjouir de cet autre acte que professeur Alpha Condé vient poser aujourd'hui pour le bien-être des Guinéens. La pose des premières pierres du port fluvial et du centre de santé de Katogouma s'ajoute aujourd'hui à cette longue liste de réalisations qui font le bonheur de nos populations et la confirmation de la justesse de votre programme de société. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, que ce soit à Bokeh, ici ou partout, sous votre clairvoyance direction, notre pays est en plein chantier, dans les multiples fronts du développement, de la démocratie et de l'unité nationale pour le bonheur de tous les Guinéens sans exception. La société Winning Alliance Port, chargée de la réalisation de ces infrastructures portuaires et sanitaires, promet de s'investir pleinement dans le développement socio-économique de la Guinée. Le consortium de Winning Arctic se compose du groupe international Winning, du groupe du port de Yantai, de Hongchao Investissement et de la société minière de Bokeh. Ces quatre grands groupes internationaux et leurs filiales Winning Alliance Port Limited se mettent aujourd'hui à l'entière disposition de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République et des membres de son gouvernement. Par la construction de ce port fluvial, Winning Alliance Port Limited met en place un nouveau modèle d'affaires, une organisation unique pour le développement économique de la région de Bokeh, offrant de nombreuses possibilités d'emploi. Dans quelques jours, le navire Winning Integrity, qui est déjà au large de la Guinée, déchargera 20 000 tonnes de matériel pour la construction de ce port. Et à l'heure où je vous parle, le navire Taianko décharge au large de Conakry. La grue de transportement que nous avons baptisée la Bokeh Winning Star. Les caractéristiques de cette infrastructure portuaire qui va être réalisée les mois à venir sont bien claires. Monsieur le Président, le projet que vous nous faites l'honneur de lancer est un modèle de réussite en matière de partenariat public-privé. Nous avons d'un côté un groupement d'entreprises dont le chef de file est la société chinoise Winning Alliance Port, qui, pour évacuer la bauxite extraite du périmètre qui lui a été concédé, a décidé d'aménager un port fluvial sur le rio Ninez. Ce port aura 5 postes à quai, dont 4 postes pour des barges de 8000 tonnes et un poste pour des colis lourds. La longueur totale de ces postes à quai est de 486 mètres linéaires. Il est également prévu l'aménagement d'une aire de stockage, de routes et d'autres constructions connexes sur une superficie de 410 000 m². À ces différents ouvrages s'ajoute un volet acquisition d'équipements composé d'une grue de transbordement, de 8 remorqueurs et de 6 barges.
le coût total du projet s'élève à 100 millions de dollars US, entièrement financé par les investisseurs. À l'achèvement des travaux, dont la première phase s'étend sur un peu plus d'un an, ce sont 5 millions de tonnes de bauxite qui seront annuellement exportées à partir de ce port, transportées en haute mer par les barges, puis acheminées par de gros navires vers la Chine. Il convient aussi de souligner le caractère intégrateur de ce projet dans l'optique de la mutualisation des infrastructures de transport à vocation minière, initiée par le gouvernement. En effet, les dispositions de la convention de concession ont prévu l'usage de cette infrastructure à d'autres opérateurs miniers évoluant dans la même zone, ceci engendrant d'importantes économies d'échelle et une gestion optimale du bassin maritime de la région. La construction des centres de santé améliorés à travers tout le pays est l'objectif que se fixe le président de la République. Cela pour aider les populations à s'offrir désormais des soins de santé de qualité sans se déplacer. Wakolo, hôpital fait on toroma. Agene barafuru, fait rasga hamboke, dibarde, namakuya. Noama ni sawama. Centre de Halou, village de sous-préfecture de Belé, Alkotoum, Rérano, dibarde meni, Fourende Rano, soin de meni, et Mouska Abouke, nous avons dit dans Foloré. Bah, population Narango, et mon ville et dans le village de nous sous-préfecture. Mais notre Halbeguera, hôpital Fera. Nara Noama, hôpital Beurati, na sous-préfecture de Biring. En acceptant de construire un port fluvial à Boké, le président de la République s'est bien fixé un objectif. On a beaucoup de projets miniers. Mais la particularité de ce projet, c'est que ce projet va associer des Guinéens au développement des mines. C'est-à-dire, les Guinéens vont avoir des permis miniers de bauxite. Et la société va financer ces sociétés afin de pouvoir extraire la bauxite et l'acheter. Donc, ils seront préfinancés et la bauxite sera rachetée par la société Wiming. Ce qui va nous permettre de créer en Guinée. Ça, c'est le premier pas du changement du mode de gestion des mines en Guinée. Il y aura désormais des miniers guinéens. Nous ne serons plus seulement des ouvriers ou des employés, nous serons nous-mêmes des miniers capables de transformer le pays de pouvoir créer de très grandes sociétés minières de Guinéens qui pourront être capables d'exporter les mines à l'extérieur. Voilà l'ambition que nous avons pour la Guinée. Que nos richesses nous servent et nous servent à nous développer, à créer des hommes, véritables hommes d'affaires. Parce qu'eux, ils ne partiront pas s'il y a des problèmes. Ils seront là parce qu'ils sont chez eux. Plus nous avons d'hommes d'affaires guinéens, plus la Guinée ira de l'avant. Le chef de l'État vient ainsi procéder à la pose de la première pierre de construction de ces deux infrastructures. Le centre de santé amélioré et le port fluvial. Deux projets importants qui vont permettre de générer des milliers d'emplois pour les jeunes. Les habitants de Kakandé expriment leur gratitude au chef de l'État et appuient ses travaux. Dans le même registre, le ministre a lancé les travaux de construction de la Bibliothèque nationale de Guinée. C'est une initiative du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. L'infrastructure est entièrement financée par l'État guinéen à hauteur de 5 milliards de nos francs. Voici le reportage de Adi Kamara. Si au terrain rouge, au sein du campus de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, que la Bibliothèque nationale de Guinée sera construite. Le coût de réalisation de l'infrastructure est estimé à plus de 5 milliards de nos francs, entièrement financé par l'État guinéen pour une durée de 12 mois. La surface de l'emprise du bâtiment est de 337,8 mètres carrés. C'est un R+3. Au rez-de-chaussée, il y a 2 grandes salles de lecture. L'occasion était opportune pour les uns et les autres de rappeler ici le rôle que joue la bibliothèque dans l'épanouissement culturel et intellectuel d'un pays. C'est bien le sens de la volonté politique du gouvernement de la Troisième République de doter la Guinée d'une bibliothèque nationale. La réalisation de cette œuvre immortalisera les précurseurs de la Bibliothèque nationale,
ceux qui ont cru au futur et à l'épanouissement de la pensée. Le Premier ministre, très attaché aux valeurs culturelles de notre pays, est revenu sur les grandes ambitions du gouvernement dans le cadre de la promotion du livre en Guinée. Développer efficacement la production et la distribution du livre et surtout créer les conditions et promouvoir un environnement viable favorisant l'éclosion des habitudes durables de lecture au sein des populations demeure une nécessité absolue et notre ambition. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à accompagner les activités liées à la promotion du livre et de la lecture publique à travers notamment la révision de la politique nationale du livre visant à rendre le livre plus accessible même aux enfants issus des milieux démunis que le développement du réseau de bibliothèques de la lecture publique. Comme on le sait bien, la culture est à la base, au départ et à l'arrivée de toute entreprise humaine et sociale. L'autre infrastructure en construction, il s'agit de l'hôpital international de Guinée, Sisak Bessia, Cité de l'Air. Elle est l'œuvre du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le directeur général de la Caisse, M. Malik Sankon, a visité mercredi le chantier pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Le résultat est satisfaisant. Yaya Silla. Cet édifice qui pointe à l'horizon est le futur hôpital international indo-africain de Guinée. Il est financé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale à hauteur de 15 millions de dollars. Ne vont plus être hors de leur pays. On n'aura plus besoin de s'expatrier pour un simple dialyse. Nos gens, ils seront là. Avec nos travailleurs, ils seront là, dans cet hôpital que nous avons visité ce matin. Le futur bâtiment en construction comprend 2 étages avec plus de 150 pièces. Il comportera, entre autres, des laboratoires et des blocs opératoires pour traiter plusieurs types de malades. Le conseil d'administration et la direction générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale se sont rendus ensuite au cabinet médical en cours d'installation dans les locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale. Là aussi, les visiteurs ont découvert des équipements de qualité. La mission de la Caisse nationale de sécurité sociale, de par sa direction, est de transformer en actes tous les engagements pris par le président de la République lors de la campagne. Il a promis une couverture universelle à tous les Guinéens. Nous nous battons. Aujourd'hui, grâce à lui, nous avons amélioré les conditions de vie de ceux qui ne vivent que de par la pension. Car l'augmentation a été de 300% au niveau des... Avec ces différents projets, la Caisse nationale de sécurité sociale entend jouer son rôle d'assistant médical à ses assurés. Bientôt, la société navale guinéenne va disposer d'un port de relais à Sendervalia dans la commune de Kaloum. Les travaux sont exécutés à près de 80%. Ce port est d'assurer le transport des personnes et des marchandises. Francis Collier a visité ce chantier. Regardez. Ce chantier est le port en eau profonde en cours de réalisation à Sendervalia dans la commune de Kaloum. Les infrastructures sont composées de 2 bâtiments servant l'un de bureau et l'autre de lieu de contrôle. Un quai d'accostage est aussi prévu pour les navires. Ici, une association d'entreprises, UNECA SA et Aglo-Kipé Construction réalise le projet. C'est la haute technologie qui est utilisée ici. C'est une technologie venue des Allemands. Et le béton que nous utilisons, il y a des produits allemands que nous mettons dedans contre la porosité de l'eau de mer. Nous confectionnons d'abord les fers à béton sur place pour les poteaux. Et une fois que les poteaux sont déjà confectionnés, on commence à construire avec une machine géante les trous. Ces trous-là sont appelés des pieux. Donc ces pieux-là vont jusqu'à 10 mètres de profondeur. Une fois réalisé, le port de Sendervalia va recevoir des navires étrangers et assurer le transport urbain maritime de la banlieue vers la commune de Kaloum. Tout un défi que la société navale guinéenne entend relever. Le projet Sendervalia
dénommé Sandervalian va servir au cabotage sous-régional, au transport des personnes et des biens de la Guinée à l'étranger, de l'étranger à la Guinée. Ça, c'est le premier projet. La deuxième étape que nous sommes en phase de débuter, va consister à la desserte urbaine, consister à transporter les champs d'un point A de Conakry sur la côtière au port de Sandervalia. Si hier le port de Sandervalia était un dépotoir et un lieu de retrait pour les délinquants, aujourd'hui la réalisation de ces infrastructures portuaires va donner une belle vue et assurer le transport des personnes et des marchandises. L'autre image de l'actualité nationale, le recensement général du patrimoine mobilier de l'État. L'opération vient d'être lancée à Conakry. Pour cette première phase, 11 départements publics seront touchés par ce recensement qui vise à favoriser une gestion saine des biens de l'État. C'est un reportage de Mohamed Souma. Le secrétariat général de la présidence de la République reçoit l'équipe de la Direction nationale de la comptabilité matière et du matériel. Objectif, identifier et recenser les biens mobiliers et matériels de l'État. Les agents recenseurs passent par le système d'étiquetage et de codage pour mieux sécuriser l'opération. À partir de ce recensement, quand on aura fini, on pourra dire telle entité de l'État, voici son patrimoine mobilier, la situation de son patrimoine et dans les détails. La Direction nationale de la comptabilité matière et matériel vient d'être recréée après quelques années d'absence parmi les structures publiques. L'élaboration des documents de gestion des biens mobiliers de l'État précède cette opération placée sous la tutelle du ministère délégué au budget. En train de reconstituer ce qui est en train de disparaître. Donc le fait de préserver les premières acquisitions, ça permet d'accumuler. Donc quand il y aura des nouvelles, ça pourra aller à ceux qui n'en ont pas eu encore. Donc nous demandons aux uns et aux autres que ce recensement doit permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier dans le temps des avantages, des mêmes avantages liés à l'amélioration de leur cadre de travail. Le plan général du patrimoine mobilier de l'État fait partie intégrante des réformes structurelles amorcées depuis 2010. Sa fin est prévue pour le 31 décembre 2015. Signature du protocole d'accord entre la Direction générale de la douane et certains opérateurs économiques de la place. Cet accord, qui a une durée d'1 an, va permettre à la douane de lutter contre la fraude et de faciliter les procédures douanières aux opérateurs économiques. Signe ce reportage. L'importation de certains produits nécessite un climat de collaboration entre les services de la douane et les opérateurs économiques en vue d'éviter la fraude pour garantir les recettes et encourager le secteur industriel à pérenniser ses activités. Cette signature de protocole d'accord pour l'année 2015 définit les modalités de dédouanement des importations de la cigarette et des matières premières destinées aux industries. L'objectif est de renforcer le partenariat entre la douane et les importateurs. Nous remercions au nom de tous les opérateurs économiques de notre pays, les autorités de notre pays pour la signature de ces conventions qui permettront de mobiliser des recettes non négligeables. L'Organisation mondiale de la douane fait des recommandations aux administrations douanières des pays membres. Des recommandations qui portent sur les outils de travail, parmi lesquels figure en bonne place le développement du partenariat entre la douane et les Ces opérateurs s'engagent à apporter à la douane au financement de différents projets. Et cela conformément aux dispositions réglementaires de la douane. Alors la douane également s'engage à apporter des facilités à ces opérateurs, mais tout en tenant compte de la réglementation. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour féliciter le secteur privé pour tous les engagements qui viennent d'être pris et les encourager à les exonérer d'ici la fin de l'année, comme le protocole a une durée de vie d'une année. Et à l'administration douanière, je demande humblement de pouvoir accompagner le secteur privé comme vous l'avez toujours fait, pour leur permettre de jouer le rôle économique qui leur revient. Cette signature des protocoles d'accord entre la douane et les opérateurs économiques pourrait favoriser un climat de collaboration en faveur de la mobilisation des recettes.
Dans l'actualité encore, le représentant résident de l'Union européenne en Guinée a visité les installations de la RTG Koloma et a apprécié les nouveaux équipements offerts par son organisation. Il s'est entretenu avec les responsables de la RTG sur les résultats de la formation donnée par CFI à Diatoubari. Reportage. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée dans les locaux de la RTG Koloma. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat noué entre les deux institutions. La régie télévisée, le plateau de production, le nodal et les studios radio sont les endroits visités par l'hôte de marque. C'était tout d'abord une visite à la RTG simplement pour voir les installations, voir les équipements dont dispose la RTG, voir ce qu'elle est capable de faire avec les moyens matériels et humains dont elle dispose. Aussi pour voir les effets de l'appui que nous avons apporté à la RTG. Nous avons financé un projet d'appui aux médias de 2,5 millions d'euros sur les 2 années passées, dont ont bénéficié entre autres les radios rurales, mais aussi la RTG. L'Union européenne appuie la RTG Koloma sur le plan de la formation des travailleurs et la fourniture des équipements. Une collaboration fructueuse pour améliorer les prestations dans le traitement et la diffusion des informations. C'est vrai que l'appui de l'Union européenne a changé la RTG, a apporté beaucoup à la RTG, a créé un nouvel enthousiasme à la RTG dans le travail. Nous avons profité pour lui signifier notre volonté de pouvoir poursuivre cette coopération avec lui, surtout au niveau de la construction de magazines de santé. Parce que nous connaissons une crise sanitaire aujourd'hui, donc c'est de tout cela que nous avons parlé. À travers l'appui technique de l'Union européenne, la RTG Koloma est dotée d'une régie mobile, un outil par lequel les événements sont diffusés au public en direct. La coopération guinéo-marocaine se renforce. Le laboratoire mobile promis par le roi Mohamed VI a accosté au port autonome de Conakry. Cet équipement ultramoderne doit permettre au ministère de l'Agriculture d'obtenir enfin la carte de fertilité des sols de Guinée en vue de faciliter l'utilisation rationnelle des engrais. Fodé Camara reviendra en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. La réalisation des barrages couplés Farankoyedou et Kobedou au centre des préoccupations du ministère de l'Énergie. Les parties prenantes étaient réunies à Conakry pour valider le rapport de faisabilité réalisé par la société chinoise China Energy. Nabi Kamara, reportage. La réunion de validation du rapport de faisabilité réalisé par la société chinoise China Energy pour la construction de 2 barrages couplés en Haute-Guinée, jaillis de Franconedou et de Kobedou dans la préfecture de Kerouané, pour une capacité de production totale d'environ 85 MW. Ces barrages, une fois réalisés, vont desservir toute la Guinée en courant électrique. Ces 2 barrages permettront de desservir toute la région de la Haute-Guinée et la ville de Kissidou, qui est à 120 km de Kerouané. Les coûts de réalisation de ces 2 barrages sont estimés respectivement à 186 millions de dollars pour Franconedou et 200 millions de dollars pour Kobedou. La durée des travaux est de 5 ans. Juste après la validation du rapport de faisabilité, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique va s'atteler à l'élaboration du contrat d'exécution de ce projet d'aménagement hydroélectrique de haute importance pour la région de la Savane. Cette quantité d'énergie peut desservir à l'état actuel même la région forestière. Donc c'est un projet qui est mûr, c'est un projet qui est déjà étudié, c'est un projet qui a son sens à l'état actuel compte tenu des promesses qui ont été tenues par le président de la République, à savoir électrifier toute la Guinée. Déjà, la société chinoise China Energy se propose de financer le projet d'aménagement hydroélectrique de Franconedou-Kobedou à hauteur de 85%. Nabi Kamara, merci pour ce reportage. L'autre temps fort de cette édition, la Commission électorale nationale indépendante a rencontré le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers. Il a été question de présenter les activités menées par la CENI en 2014 et les éléments légaux qui garantissent le chronogramme des élections. Moussa Komara fait le point. C'est une rencontre de partage d'informations avec les diplomates et partenaires techniques et financiers. Objectif, procéder à la présentation du cadre juridique administratif de l'élection présidentielle et celle des communales, ainsi que du cadre de transparence des 2 élections et leur chronogramme détaillé.
Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays que le président de la République, qui a été élu, qui a prêté serment le 21 décembre 2010, arrive en fin de mandat le 21 décembre 2015, alors qu'il n'y a pas eu d'élection. À ce moment précis, nous ouvrons la boîte de Pandore. Ça sera un risque que nous ferons courir à notre système démocratique. Eh bien, c'est un risque qu'on fera courir à notre pays en termes de stabilité politique, en termes de stabilité institutionnelle. C'est la raison pour laquelle il faut privilégier le délai constitutionnel, l'exigence légale, contre laquelle la CENI ne pourra rien, puisque la CENI est un sujet de droit. Certes, la loi confère à la CENI le droit d'organiser les élections politiques en Guinée, mais aussi le référendum, mais ça fait de la CENI en même temps un sujet. Donc, obligation faite à la CENI de respecter le droit. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a passé en revue les activités réalisées en 2014, notamment l'évaluation des anomalies constatées lors du dernier scrutin, la reprise de la cartographie électorale, le changement d'opérateur. Pour Bakary Fofana, la CENI va répondre à toutes les attentes des politiques engagées dans le processus. Les partenaires techniques et financiers saluent la nouvelle démarche de la CENI. Et ce que nous tirons de cette séance est que c'est bon que la CENI commence à communiquer et qu'il le fasse avec tous les acteurs impliqués, y compris la communauté internationale, mais particulièrement à l'endroit des Guinéens, parce que les élections, c'est pour les Guinéens. Les résultats ne seront positifs que si ceux qui sont concernés sont réellement convaincus. C'est une bonne chose d'avoir lancé ce genre de communication. Je pense qu'on en a besoin. Différentes rencontres sont importantes pour avoir la meilleure compréhension possible du processus électoral, de ce que ce processus implique pour les uns et les autres. On communique sans de cause. Donc j'espère aussi que ça apportera en plus aux interguinéens dont on a besoin pour mener ce processus à bien. Selon le chronogramme proposé par la CENI, la campagne électorale le septembre 2015, le vote aura lieu le 11 octobre. Au mois d'avril prochain, une nouvelle rencontre sera organisée par la CENI avec le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers pour une restitution des travaux d'installation des démembrements à l'intérieur du pays. Face aux menaces de manifestation de l'opposition, le RPG Arc-en-Ciel prône le dialogue. Les Guinéens à la préservation de la cohésion sociale dans une déclaration rendue publique jeudi. Le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel appelle à l'apaisement. Écoutons Lansana Komara. Le RPG Arc-en-Ciel constate que depuis la prise de fonction du président Alpha Condé, certains partis de l'opposition ont régulièrement tenté de mettre en cause sa légitimité et systématiquement empêcher la réalisation de son programme de développement. Animé de son souci de ne pas envenimer le débat et de permettre à la Guinée de sortir de plusieurs années d'instabilité et de gouvernance déficiente dans la paix, le RPG Arc-en-Ciel a toujours respecté les consignes d'apaisement et de dialogue prônées par le président de la République. Il n'a pas l'intention de se laisser distraire de cette ligne de conduite par des déclarations incendiaires et mensongères. Pour autant, le RPG Arc-en-Ciel n'acceptera jamais le chantage, l'instabilité et la violence. Soucieux de la quiétude sociale, le parti au pouvoir invite tous les acteurs politiques du pays à privilégier le dialogue. Le RPG Arc-en-Ciel salue la visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie qui a pris la peine d'effectuer son premier voyage officiel en Guinée pour se pencher sur notre processus électoral. Il est regrettable que ce soit justement ce moment que choisisse l'opposition dite républicaine pour quitter la Guinée et aller inquiéter l'opinion internationale sur une situation qui ne le justifie aucunement. Nous invitons les leaders politiques épris de paix à toujours privilégier la paix en ayant pour seul objectif la préservation de l'unité nationale et la promotion de l'intérêt général qui constitue aujourd'hui
les grandes préoccupations de développement et de consolidation de l'état de droit pour l'édification d'une Guinée prospère, d'une Guinée nouvelle. Un reportage de ça, Amara Tolno. La 28e session des droits de l'homme se poursuit à Genève. La délégation guinéenne est conduite par le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. En marge des travaux, Khalifa Gassama Yabi a rencontré la représentation permanente des États-Unis et le directeur du programme de l'examen périodique universel sur place à Genève. Le reportage de notre envoyé spécial, Makale Souma. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies créé le 15 mars 2006 pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Les rencontres bilatérales au cours de cette 28e session s'inscrivent donc dans ce cadre. À la représentation permanente des États-Unis, le ministre guinéen des droits de l'homme a échangé sur la situation guinéenne et les attentes vis-à-vis des États-Unis. Même atmosphère détendue à la rencontre du directeur des programmes de l'examen périodique universel. L'examen périodique universel, c'est le premier mécanisme dans l'histoire de l'humanité qui prévoit que tous les pays soient revus sous les mêmes conditions à Genève, à savoir on regarde toutes les situations problématiques en matière de droits de l'homme. Intégrer le concept examen périodique universel est indispensable. La Guinée a présenté en janvier dernier sa situation globale. Les recommandations faites doivent être améliorées pour son 3e passage prévu en 2018. Si la volonté gouvernementale est d'associer la société civile dans la mise en œuvre des recommandations reçues ici à Genève, eh bien on va dire que 50-60% du travail est déjà réalisé puisque tous les acteurs vont pouvoir travailler de concert à l'amélioration des droits. La 28e session des droits de l'homme démarrée depuis le 2 mars est l'actuel espace de réunion-débat, de dialogue individuel et de dialogue groupé sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Pour sa part, la Guinée doit présenter sa résolution sur le renforcement de la coopération technique et les services consultatifs avant la fin des travaux. Et puis fin à New York aux États-Unis de la 59e session sur la condition de la femme. Elle a regroupé les représentants de 159 pays membres des Nations Unies. Il a été question d'évaluer la plateforme d'action de Beijing sur l'autonomisation des femmes. Le reportage de Safiatou Kondé et François Mara. Du 9 au 20 mars, la 59e session a regroupé les femmes venues des 189 pays statutaires à New York. La session a pris fin et les recommandations portent essentiellement sur la situation des Palestiniennes. La commission mise en place pour cette session demande à cet égard à la communauté internationale de continuer à fournir l'aide d'urgence pour tenter de rendre moins pénible la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les Palestiniennes. Il a aussi été demandé aux donateurs de s'acquitter sans retard de tous les engagements pris à la conférence internationale de Caire en faveur de la Palestine. Du côté guinéen, cette session aura été une contribution inestimable dans le processus d'autonomisation de la femme. Nous avons eu l'intervention de tous les pays. Il faut voir que c'est 189 pays qui sont retrouvés ici et qui ont décliné leur bilan, le progrès accompli et les perspectives. En termes de perspectives, il se trouve que beaucoup de choses restent à faire, ce qui a été dit par tous les pays, ce qui a été dit par le secrétaire général même des Nations Unies. Et actuellement, nous sommes en train de redorer nos stratégies pour pouvoir faire avancer de façon très significative l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. C'est la 59e année que cette session se tient à New York. Chaque année, les Guinéennes y participent à travers le ministère de l'Action sociale et des ONG féminines. Elles consolident ainsi leur capacité à aider d'autres femmes qui sont dans le besoin. Les femmes ont pris conscience de leur situation. Il faut que toutes les décisions qu'on prend ici soient appliquées dans les États et que les femmes soient à l'abri de la violence, que les femmes soient aidées, qu'elles aient leur autonomisation
pour qu'elle puisse travailler. À la 60e session, il est prévu un rapport sur le progrès accompli dans l'application de la prévention de Conakry, capitale mondiale du livre. Ce projet vient d'être présenté à la communauté guinéenne à Paris. La mobilisation de tous est nécessaire pour qu'en 2017, l'UNESCO fasse de notre capitale le centre littéraire du monde. Suivez le reportage de Aboubacar Camara dans la capitale française. À peine les rideaux tirés sur le salon du livre de Paris, Conakry se prépare à célébrer les écrivains du monde. À la Maison de l'Afrique, dans le quartier latin de Paris, les promoteurs des 112 heures du livre cherchent le soutien et la mobilisation de la diaspora guinéenne autour de plus ambitieux projets culturels du pays ces dernières années. Un tel projet tel que les 72 heures du livre à Conakry et aussi Conakry capitale mondiale du livre en 2017 ne peut qu'honorer notre pays et c'est en dehors de tout contingent politique. C'est pour notre pays et la diaspora guinéenne elle est prête à accompagner tous les projets qui puissent mettre notre pays en valeur et développer la culture chez nous, l'écriture et aussi la lecture chez nous dans toutes les écoles. Avec le soutien des autorités, la présentation du projet continue. À Paris, l'enthousiasme qui salue l'initiative encourage le petit monde d'auteurs et opérateurs culturels. Nous avons rencontré son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Guinée à Paris. Nous avons rencontré le président des associations guinéennes réellement s'impliquées dans la création des médiathèques, des bibliothèques et des points de lecture à Conakry. Je pense que ce soutien qu'on recherchait, nous l'avons eu et on a été agréablement surpris de cette mobilisation guinéenne. Il y a des personnes de ressources même qui se sont portées volontaires pour accompagner ce projet à travers le réseau d'entreprises que ces personnes-là ont. Auprès des maisons d'édition européennes, l'Harmattan France compte peser de tout son poids en faveur de Conakry. Soutien bien sûr ce projet capitale du livre pour 2017. On souhaite précisément qu'il y ait beaucoup d'auteurs à venir et on souhaite encourager l'écriture locale. À la fête de la lecture de Conakry, en fin avril prochain, la candidature guinéenne à la couronne mondiale du livre sera officiellement annoncée. Certains pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, apportent déjà leur soutien à la Guinée. C'est une initiative à encourager l'entrepreneuriat jeunes et femmes. C'est le thème d'un forum organisé à Kenya. Elle a mobilisé plus de 100 jeunes issus de différentes structures socio-professionnelles. L'approche est de montrer aux jeunes comment créer une entreprise génératrice de revenus. Moussa Bangoura dans nos prochaines éditions d'information. En prélude à la projection du film documentaire Une personne sauve 100. Ce documentaire vise à amener les élèves à un changement de comportement pour éradiquer la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le reportage est signé de Fatima Diallo et Saint-Martin. Inscrit dans la dynamique de préparation de la caravane de projection du documentaire Un sauve 100. Une caravane qui va toucher 8 places publiques et 27 écoles de Conakry, Koya, Dubreka, Forekaria et Kindia. Nous sommes partis recueillir les témoignages des victimes d'Ebola afin que cela puisse sensibiliser les non-croyants ou ceux qui avaient vraiment du mal à comprendre c'était quoi la maladie et comment la maladie opérait. Ces films réalisés sur la base des témoignages des rescapés d'Ebola et des proches des victimes visent la couche juvénile. 26 minutes d'images et de sons dans chaque école publique ou privée pour un changement de comportement en milieu scolaire. L'école primaire d'Almamia va constituer la première étape de cette caravane cinématographique. Elle s'étendra sur une période d'1 mois. Et puis, cette information qui vient de nous parvenir à l'instant même dans le cadre de la mise en œuvre efficace du plan intérimaire de lutte contre Ebola dans notre pays et le respect de la période de quarantaine décrétée en République sœur de Sierra Leone. Ebola, il est formellement interdit à tous les citoyens de la ville de Conakry de s'embarquer pour la Sierra Leone par voie terrestre, maritime ou aérienne durant
toute cette période de quarantaine. Le maire et les présidents des délégations spéciales de la ville de Conakry, les chefs de services régionaux de sécurité, les syndicats de transporteurs, les chefs de port, de pêche et débarcadères, les chefs de quartier et chefs secteurs sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'application stricte des présentes mesures gouverneura de la ville de Conakry. L'association des enseignants de Guinée exprime son soutien au professeur Alpha Condé et apprécie les grandes réformes engagées dans le secteur de l'éducation. Cette nouvelle structure a lancé cette semaine ses activités dans la commune de Kaloum. Bernard Tonguino, reportage. Ces 4 dernières années, l'école guinéenne a enregistré plusieurs réformes, notamment la construction des infrastructures scolaires et l'amélioration du traitement salarial des travailleurs du système éducatif. Pour magnifier ces acquis, les enseignants décident de créer une structure dénommée ANESPAC, entendez Association nationale des enseignants pour le soutien au professeur Alpha Condé. Avant qu'il vienne au pouvoir, nous avons certaines classes qui étaient à plus de 150 élèves par classe. Donc 150 élèves dans une classe, le professeur avait des difficultés à faire passer son cours. Mais lorsque le professeur est venu, il a réussi à faire revenir justement l'effectif, le ratio élèves-salle de classe à 70 élèves dans la plupart des salles de classe. Au cours de cette cérémonie de lancement des activités dans la commune de Matoto, plusieurs enseignants et responsables du système éducatif se sont mobilisés. L'occasion pour eux de louer les efforts du président de la République. Les RTS qu'on a supprimés, les RTS, il y en a, moi par exemple sur mon salaire, on me prenait près de 98 000 francs. Donc 88 000 francs sur le salaire, ça vaut quelque chose pour une année. Vous voyez ce que ça fait? Donc la suppression de ces RTS-là, c'est déjà beaucoup. L'ANESPAC se veut une organisation qui respecte la liberté d'opinion des enseignants. L'adhésion au mouvement est loin d'être contraignante. C'est une adhésion libre des enseignants. Et quiconque, j'y verrai, quiconque mettra la menace contre un chef d'établissement ou un enseignant par rapport à son adhésion à ce mouvement, nous allons nous élever contre cette inégalité parce que nous voulons donner un caractère volontaire à ce mouvement. Après la commune de Matoto, les responsables de l'ANESPAC se rendront dans toutes les communes de la capitale et de l'intérieur du pays. Avec un seul message, exprimer leur soutien au président de la République afin qu'il poursuive les réformes du secteur de l'éducation guinéenne. A précisé que l'association des enseignants de Guinée a lancé ses activités dans la commune de Matoto. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe l'ensemble des journalistes de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle du domaine public et privé, nationaux et étrangers, qu'il organise une conférence de presse exclusive du ministère du ministre et de la Protection civile ce samedi 28 mars 2015 à l'hôtel Rivera, à Tombo, dans la commune de Kaloum. La conférence se tiendra dans la salle de conférence de l'hôtel à 10 heures précises. Célébration ce jeudi à l'abbaye de la date anniversaire de Cheikh Thierno Boubanyam, une des grandes figures du Fouta. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.